Le milliardaire le plus puissant de la ville déjeunait avec son fils en fauteuil roulant dans un restaurant de luxe lorsqu'ils furent inopinément arrêtés par une jeune fille pauvre. D'une démarche assurée, elle s'approcha et, avec un calme étonnant, dit « Donne-moi à manger, et je guérirai ton fils. » Le père rit et la regarda d'un air moqueur, jusqu'à ce que l'impossible se produise sous ses yeux. Dans la salle principale de l'un des restaurants les plus chers de la ville, où les couverts étaient en argent et les serveurs se déplaçaient comme des ombres, entraînés à ne pas remarquer les étrangers, était assis Andrés Solomanco. Son nom inspirait la crainte chez les hommes d'affaires et faisait reculer les juges. Dans un costume sombre et impeccable, avec une expression de pierre, il ne souriait pas et n'avait même pas besoin de sourire. L'air autour de lui était assez lourd pour repousser toute tentative de sympathie. Ses yeux contenaient un mélange de pouvoir absolu et de vide irréparable. À côté de lui, les jambes immobiles sur le repose-pied d'un fauteuil roulant, était assis son fils Eduardo, âgé de 9 ans, petit, silencieux, avec des yeux gentils, mais toujours en attente de quelque chose qui ne venait vraiment jamais. 5 ans auparavant, il avait perdu l'usage de ses jambes après un accident de voiture. Même les meilleurs médecins du monde n'avaient pu changer son état. Andrés regarda sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Il tapota ses doigts sur la table avec irritation. 3 chefs primés travaillaient ensemble dans ce restaurant et ils mettaient tant de temps à préparer le plat. Le serveur apparut hâtivement, bien que sans raison apparente. La nourriture fut servie à temps, mais il ne s'agissait pas de temps. Le problème était Andrés, un homme qui n'avait aucune patience pour la lenteur, même quand le monde entier exigeait de la patience. « Ce sera prêt bientôt, monsieur, juste 1 minute de plus », dit le serveur. Andrés ne répondit pas, détourna simplement le regard et expira avec irritation par le nez. De l'autre côté de la table, Eduardo observait silencieusement tout ce qui se passait. Il faisait tourner une paille dans son jus, l'air distrait. Il n'avait pas l'air contrarié. Peut-être y était-il déjà habitué. Tout le restaurant témoignait d'un respect presque cérémonial à cet homme qui achetait des actions comme du pain. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu descendit des escaliers de marbre à l'entrée principale. C'était une fille. Vêtements simples, cheveux en 2 tresses, grands yeux sombres comme une nuit sans lune. Sa présence n'avait pas de cri, mais elle ne nécessitait pas non plus de permission. Elle marchait entre les tables comme si elle traversait un champ ouvert, ignorant les regards étonnés des clients. « D'où vient cette fille ?» murmura une femme en serrant son sac contre sa poitrine. « En sécurité !» dit un homme doucement à sa femme tandis que le serveur hésitait. Devait-il l'arrêter ou faire comme si elle n'existait pas ? Mais elle ne s'arrêta pas. Ses pieds, nus, effleurèrent à peine le sol, mais chaque pas semblait marquer un territoire. C'était comme si le restaurant, avec ses vins rares, ses nappes en lin et son arrogance hautaine, défiait en quelque chose de bien plus fort que le luxe. Quand la fille s'approcha de la table d'Andrés et d'Eduardo, elle s'arrêta et les regarda comme si elle savait déjà. Eduardo leva lentement les yeux et retint son souffle pendant 1 seconde. Il y avait quelque chose chez cette fille qu'il ne pouvait nommer, mais qu'il ressentait. Andrés, de son côté, leva un sourcil, préparant une réplique cinglante avec laquelle il renvoyait habituellement les étrangers avec la même froideur qu'il congédiait les directeurs. Mais avant qu'un mot ne puisse s'échapper de ses lèvres, la fille parla. Sa voix était calme, mais confiante, claire, pleine de détermination. « Donne-moi à manger, je guérirai ton fils. » Le silence qui emplit la salle après ces mots était différent de tout autre silence jamais ressenti dans ce restaurant. Ce n'était pas le silence respectueux des réunions d'affaires, ni le silence impoli des clients réservés. C'était un silence presque surnaturel, lourd dans l'air, comme si même les lustres en cristal hésitaient à briller trop fort. La fille resta immobile, les yeux fixés sur Andrés, comme si elle n'avait pas prononcé quelque chose d'impensable. Eduardo ne cligna pas des yeux. Il y avait trop d'espoir dans son regard pour l'ignorer. Mais Andrés sentit son sang bouillir à l'intérieur. « Ça doit être une blague », murmura-t-il, s'adossant à sa chaise avec un sourire cynique et venimeux. « Tu comprends ce que tu dis, hein, petite ? Guérir mon fils avec quoi ? Ta main sale ?» La fille ne répondit, ni ne bougea, mais continua simplement à regarder. Cela l'irrita encore plus. « Tu crois que c'est une sorte d'émission de télé-réalité ? Tu crois que tu en sais plus que les meilleurs médecins de la planète, que je paie depuis 5 ans pour qu'ils fassent au moins un pas ?» Sa voix monta. Il ne se souciait plus de leur regard. Il était trop en colère pour être poli. Eduardo tira doucement le bras de son père. « Papa, écoute-la juste. » Andrés retira brusquement son bras. « Non, Eduardo, c'est une arnaque. C'est l'une de celles qui exploitent la douleur des autres. Elle essaie de nous piéger.
Serveur, cria-t-il, frappant la table de toutes ses forces. Fais sortir cette farce d'ici avant que je ne la jette moi-même. Le serveur hésita, ne sachant que faire. Personne ici ne savait. Après tout, elle n'était qu'une fille, mince, pieds nus, avec la voix de quelqu'un qui portait plus de certitude que d'années. Même le maître d'hôtel, habitué à traiter avec des milliardaires et des célébrités, ne savait pas comment agir dans une situation aussi absurde. Mais alors la fille le parla de nouveau. Je ne mens pas, dit-elle avec le même calme confiant, regardant maintenant directement dans les yeux d'Eduardo. Sokuda. Puis-je faire une petite démonstration ? Avant qu'Andrés ne puisse l'arrêter, elle s'avança. Ses pieds ne firent presque aucun bruit, et son geste était aussi doux qu'improbable. Elle s'agenouilla devant le fauteuil roulant et posa sa main sur les jambes du garçon. Ce n'était ni un contact médical, ni religieux, comme celui d'un prêtre. C'était un contact simple, pur, de quelqu'un qui croit en ce qu'il fait et en ce qui peut arriver. Eduardo tremble légèrement, presque imperceptiblement. Une respiration plus profonde, une tension dans ses orteils, mais rien de particulièrement remarquable. Pas de miracle visible, pas de lumière, pas de son. Juste le mystère du moment et une attente qui n'avait encore rien donné. La fille retira respectueusement sa main, se leva, recula d'un pas et dit simplement « Parfois cela prend quelques minutes ». Andrés explosa sans frein, sans censure, sans aucun reste de civilité. « Ça y est, c'est ça ton grand tour !» cria-t-il, se levant brusquement. « Tu touches juste ses jambes et tu t'attends à ce que nous te croyions. Mon fils est paraplégique, tu comprends ? Il ne marchera pas juste parce que tu as posé tes mains sur lui. » Tout le restaurant fut stupéfait. Le ton, le contenu, le manque de respect, tout était brutal. La fille ne répondit pas, baissa la tête et est partie sans un mot, sans courir. Elle se contenta de reprendre le chemin par où elle était venue, avec la même confiance tranquille de quelqu'un qui sait qu'il a déjà fait sa part. Et même en partant, il semblait que quelque chose restait là. Andrés se rassit, soupirant lourdement, les poings serrés. Eduardo resta silencieux, mais ses yeux restaient fixés sur la porte par laquelle la fille était partie. Il y avait une nouvelle lueur en eux, la lueur de quelqu'un qui avait ressenti quelque chose qu'il ne pouvait expliquer même avec son propre corps. Le serveur, dès qu'il eut posé le plat sur la table, regrettait déjà de ne pas avoir fait semblant de trébucher en chemin. L'atmosphère du restaurant, auparavant remplie de murmures raffinés et de musique de fond, fut maintenant écrasée par un autre silence insupportable, celui qui vient après quelque chose de cruel, d'inutile et d'irréversible. Andrés resta assis, mais sa posture était agressive. Ses poings serraient en toujours la nappe blanche, sa mâchoire était serrée, ses yeux fixèrent le vide. Il n'y avait pas de triomphe dans sa rage, juste l'ombre d'un homme qui, même s'il ne l'admettait pas à lui-même, était allé trop loin. De l'autre côté de la table, Eduardo tenait sa fourchette, incapable de porter la nourriture à sa bouche. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, mais d'un rythme étrange, comme si quelque chose, à l'intérieur, venait tout juste de s'éveiller. Puis, sans un mot, il posa lentement ses couverts et posa ses mains sur ses jambes. Son regard glissa vers le sol, son front se plissa, et dans un souffle à peine audible, il murmura « Papa ». Andrés ne bougea pas. Il fixait encore ce mur vide devant lui, prisonnier de la tempête qu'il avait lui-même déclenchée. « Papa », répéta le garçon cette fois un peu plus fort, la voix tremblante entre la peur et l'émerveillement. « Mes jambes, elles sont chaudes. » Le père se tourna lentement. D'abord incrédule, puis un éclair d'inquiétude passa dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Chaude ?» Eduardo effleura son propre genou du bout des doigts, comme s'il ne croyait pas ce qu'il ressentait. Il avala difficilement sa salive. « Je sens vraiment quelque chose. » Les mots étaient en rauque, fatigués. « Mes jambes picotent. Ce n'est pas fort, mais je sens quelque chose. » Le monde sembla s'arrêter. Andrés recula comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Son arrogance, son mépris et sa conviction d'être trompé s'effondrèrent avec un seul murmure de son fils. Il se leva si brusquement que sa chaise se renversa. Les serveurs tressaillirent. Leurs regards se tournèrent vers lui, mais cette fois, il s'en fichait. Il attrapa sa veste, jeta un billet sur la table sans le compter ni l'évaluer, juste désireux de partir, et sortit en trombe par l'entrée principale du restaurant, bousculant les clients. Sur le trottoir brûlant de l'été, ses yeux cherchèrent désespérément les environs. « Fille !» cria-t-il, ne connaissant pas son nom. « Fille, où es-tu » Il courut jusqu'au coin, regarda autour de lui, traversa la rue sans regarder le feu de signalisation, faillit être heurté par un taxi. Tournant la tête dans toutes les directions,
Comme quelqu'un de perdu en lui-même, il appela, supplia, courut sur la place d'en face, chercha dans l'ombre de chaque arbre, mais il n'y avait aucune trace. Pas une seule fille, pas une silhouette, juste sa propre voix qui résonnait, rebondissant sur les murs de la ville. La sueur perlait sur son front, mais il ne s'arrêta pas. Son cœur semblait bloqué dans sa gorge. « S'il te plaît, reviens », murmura-t-il sans arrogance, sans contrôle, sans rien. Juste un homme brisé face à quelque chose qu'il ne pouvait comprendre. Ce qui faisait le plus mal n'était pas de l'avoir chassée, mais la pensée qu'elle avait été là, bien en vue, et qu'il l'avait traitée comme un déchet, une menace, une folie. Et maintenant, Eduardo disait qu'il pouvait sentir ses jambes après 5 ans, 5 longues années. Quand Andrés revint finalement au restaurant, la table était vide, les plats froids. Eduardo regardait juste par la fenêtre. Il y avait des larmes dans les yeux du garçon, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. « Elle est partie tard, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sans quitter la rue des yeux. Andrés s'assit lentement, vaincu. Il passa une main sur son visage, comme s'il voulait effacer la personne qu'il avait été jusqu'à ce moment. « Elle était réelle, mon fils, et je n'ai pas pu le voir. » Il ne dit rien de plus car il n'y avait plus de mots. Seulement la lourde certitude, il avait manqué la seule vraie chance de revoir son fils marcher. Les jours suivants, Andrés Solomenko cessa d'être le milliardaire intouchable et calculateur. Il devint un homme au bord de la dépression. Il errait dans la ville comme un fou, obsédé, horriblement coupable. Il engagea des détectives, examina les enregistrements des caméras de sécurité des restaurants, des stations de métro, des places publiques. Il corrompit des employés de gares routières, chercha dans les refuges, les hôpitaux, les églises, les ruelles, ne dormit et ne mangea presque pas. Les appels étaient frénétiques. À chaque appel, sa voix devenait plus désespérée. « Nous paierons n'importe quel prix. Trouvez juste cette fille. Elle a environ 9 ans, la peau foncée, les cheveux foncés, des yeux expressifs. Vérifiez à nouveau. Cherchez dans les rues. J'ai besoin de la trouver. » Alors que le monde autour tentait de suivre son cours, Andrés s'enfonçait de plus en plus dans le trou qu'il avait creusé pour lui-même, et aucun argent, semblait-il, ne pouvait l'aider à en sortir. Eduardo, à son tour, ressentit également l'absence. Un instant, l'espoir revint. Il put remuer ses orteils et sourit. Il dit « Papa, ça commence à se réchauffer à nouveau », mais ensuite, comme si le temps était écoulé, tout s'arrêta, ses jambes redevinrent engourdies. La sensation disparut comme si elle n'avait jamais été là. Et cela brisa Andrés. « Ça ne peut pas être juste une coïncidence », répétait-il encore et encore, faisant les 100 pas dans la pièce. « Alors, elle a commencé quelque chose et je l'ai mise à la porte. » Par une nuit froide, après plus d'une semaine de recherche, le téléphone sonna. Andrés répondit au premier appel. À l'autre bout, il y avait la voix de l'un des hommes engagés. « Monsieur Solomenko, nous avons trouvé une fille avec les caractéristiques décrites. Elle est avec sa mère dans un refuge du quartier nord. » Dès que l'appel fut terminé, Andrés tenait déjà les clés de sa voiture. Son visage était hagard, ses yeux cernés, sa barbe non rasée. Il ne ressemblait plus au directeur intimidant et autoritaire, mais plutôt à un père implorant le pardon. Le refuge était simple, modeste, avec des murs écaillés et un escalier en béton usé par le temps. À son arrivée, il fut accueilli avec méfiance. Personne ne comprenait ce qu'un homme avec une voiture de luxe faisait là à cette heure, mais il se contenta de montrer le nom et la description de la fille et continua son chemin. Il traversa des couloirs étroits ornés de dessins d'enfants scotchés au mur, de jouets cassés, de matelas au sol. L'odeur de désinfectant masquait à peine l'humidité. Chaque pas ressemblait à un lourd voyage dans un passé qu'il avait enterré. Lorsque la porte d'une des chambres s'ouvrit, il s'arrêta. Son regard tomba immédiatement sur la fille, endormie, recroquevillée sous une mince couverture. C'était elle la même qui avait défié son orgueil d'un regard imperturbable, qui avait touché les jambes de son fils avec une foi tranquille. Mais quand il vit la femme à côté d'elle, assise avec une expression abattue, le sol sembla disparaître sous ses pieds. Andrés fit 2 pas en avant, mais s'arrêta, complètement désarmé. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-il, la voix tremblante. La femme leva lentement son visage. Malgré le temps, les traces de vie, la maigreur et la fatigue dans ses yeux, elle le reconnut. « Angelica », dit-elle comme si elle voyait un fantôme. Elle ne montra aucune surprise. Son visage se durcit, comme quelqu'un qui attend le retour d'une vieille dette. « Vous ne m'avez pas reconnu, depuis longtemps. Mais oui, c'est moi, Andrés. » Il fit un autre pas, comme s'il doutait encore. « Que faites-vous ici ?»« Elle est votre fille ?» Angelica hocha la tête d'un léger mouvement. « Oui, elle l'est. Et vous l'avez chassée du restaurant comme une nuisance, tout comme vous l'avez fait avec moi.
L'impact de ces mots fut comme un coup de poing. Andrés recula. Ses pensées remontèrent à de nombreuses années. Angelica travaillait avec lui. Elle avait été l'une de ses employées les plus prometteuses, compétentes et dévouées, louée par tous. Mais quand elle tomba enceinte, elle commença à être en retard et absente. Sa productivité chuta, et lui, sans hésitation, sans dialogue ni compassion, la renvoya. « Je ne savais pas ce que vous traversiez. Je ne savais pas que c'était votre fille, marmonna-t-il. « Oui, bien sûr, vous ne saviez pas, répondit-elle calmement, parce que vous n'avez jamais voulu savoir. » Pendant quelques secondes, Sarah, le silence régna. Andrés regarda la fille endormie et sentit une lourdeur dans son cœur. La même fille qui l'avait humilié était la fille de la personne qui l'avait rejetée. Puis il dit doucement, presque en tremblant, « Elle a touché mon fils, et il a senti ses jambes pour la première fois en 5 ans. Puis elle est partie. Mais elle a commencé quelque chose, Angelica, et j'ai besoin de comprendre. » Angelica croisa les bras, prit une profonde inspiration. À ce moment, il n'y avait pas de place pour le pardon, mais les portes n'étaient pas non plus entièrement fermées. La question n'est pas de savoir si vous voulez comprendre. La question est, êtes-vous prêt maintenant à entendre ce que vous ne vouliez pas entendre avant ? Oui, s'il vous plaît, dit Andrés avec désespoir. Angelica resta silencieuse pendant quelques secondes, comme si les mots étaient bloqués dans sa gorge. Mais regardant sa fille endormie, sa poitrine sembla enfin libérer tout ce qui avait été retenu pendant des années. « Voulez-vous savoir ce qui s'est passé après que vous m'ayez licencié ? » « Eh bien, Timmy, commença-t-elle d'une voix ferme mais brisée, je vais vous le dire. Après m'avoir mise à la porte enceinte, sans même m'écouter, ma vie est devenue un champ de bataille. Je n'ai trouvé de travail nulle part. Personne ne voulait embaucher une femme enceinte. Andrés baissa les yeux, submergé par un mélange de honte et d'impuissance. J'ai passé ma grossesse dans un refuge, dormant sur un matelas éventé parmi les choras. J'ai accouché seul dans un hôpital public bondé. Personne autour. Quand je suis parti, il n'y avait nulle part où aller. Il n'y avait que moi et elle. J'ai essayé de l'allaiter dans le froid quand nous n'avions pas de nourriture. Elle a grandi dans les rues, dans les refuges, dans les soupes populaires. Je l'ai vue perdre connaissance par manque de couverture, par faim. Elle passa une main sur son visage, comme pour essayer d'effacer un film qu'elle ne voulait jamais regarder. Tout a commencé quand vous avez décidé que je n'étais plus nécessaire parce que ma productivité avait baissé. Bien sûr, elle a baissé. Je créais une nouvelle vie, mais pour vous, je n'étais qu'un chiffre rouge. Andrés respirait difficilement. Il voulait se justifier, s'excuser, mais il ne trouvait pas les mots pour ce qu'il entendait. Elle a grandi comme ça, sans chambre, sans jouets, sans anniversaire. Mais depuis l'enfance, il y avait quelque chose de spécial chez Iris. Son regard, sa présence. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle sentait quand quelqu'un avait besoin de quelque chose. Elle s'approchait des bonnes personnes au bon moment, jamais pour attirer l'attention, comme si elle voyait ce que personne d'autre ne pouvait voir. Il regarda sa fille avec tendresse et continua. Un jour, elle a vu un homme sur un banc qui pleurait. Elle m'a dit qu'il a besoin d'aide, maman. Il est malade à l'intérieur. Quand elle s'est approchée et l'a touché, il s'est effondré et a pleuré comme un bébé. Il a dit qu'il allait se suicider, mais il ne l'a pas fait parce que la fille s'est assise à côté de lui et a dit « Tu es toujours bon ». C'est arrivé plusieurs fois. Des gens tristes, malades, brisés. Elle sent juste. Il n'y a pas d'autre mot. Andrés regarda la fille comme en présence d'une sainte. Son esprit essayait encore de comprendre que cette petite fille, rejetée et invisible pour le monde, avait non seulement sauvé la vie d'étrangers, mais maintenant, peut-être, la vie de son propre fils. « Je l'ai vue entrer dans le restaurant comme si elle savait où aller, » dit-il doucement, « parce que c'est exactement comme ça que c'était. » Ce jour-là, elle s'est réveillée et a dit « Aujourd'hui, nous allons trouver quelqu'un d'important. Je vais aider, » dit Angelica. Et elle n'a demandé qu'une assiette de nourriture en échange, ajouta Andrés. Elle ne demandait pas de nourriture en guise de paiement. Elle vous testait juste, voulant comprendre quel genre de personne vous étiez. Angelica se leva lentement, croisa les bras et le regarda dans les yeux. Et même après tout, ne sachant pas que c'était vous qui nous aviez retiré notre soutien, elle a choisi d'aider votre fils parce qu'elle ne garde aucune rancune. Elle a un but, et vous avez eu l'occasion de le voir, mais vous l'avez rejeté comme une escroc. Andrés s'avança. Sa voix était étranglée. Je sais ce que j'ai fait, j'ai tout gâché, mais je veux demander une seconde chance, non pas pour oublier le passé, mais pour recommencer. Angelica garda un regard ferme, ne répondant pas, mais cette fois sa dureté était différente. Il y avait une nouvelle sorte de lassitude, celle de quelqu'un qui avait trop longtemps lutté et voulait simplement se reposer à l'intérieur. «
Venez avec moi, dit-il, vous deux. Ce n'est pas de la charité ou de l'aumône. C'est ce que vous méritez. C'est ce que je dois faire. » Le silence qui suivit ne dura pas longtemps. Iris, qui s'était réveillée quelques instants auparavant, écoutait silencieusement. Quand Andrés eut fini, elle regarda simplement sa mère, puis lui. « On peut y aller, maman ?» C'était tout ce qu'elle dit, mais c'était plus que n'importe quel mot de pardon. La nuit tomba lentement sur le domaine d'Andrés Solomanco, comme si le ciel hésitait à éteindre complètement le jour. Il était étrange de voir la maison si éclairée, mais pas par le luxe. Pour la première fois depuis de nombreuses années, cette immense maison aux lignes droites et aux murs froids semblait être un lieu non seulement de richesse, mais d'espoir. Quand Angelica et Iris franchirent le seuil, Andrés proposa de leur montrer les chambres. Mais Iris regarda simplement calmement et dit « Je veux être avec Eduardo un moment, juste nous deux dans sa chambre. » Andrés réfléchit un instant, surpris par la détermination de la jeune fille, puis se contenta de hocher la tête et d'indiquer le chemin. « Bien sûr, faites comme chez vous. Je serai là si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Iris marche légèrement, comme si elle savait exactement où aller. Elle ne demanda pas d'aide et ne regarda pas en arrière. Elle marcha dans les couloirs à pas doux, comme si elle connaissait cet endroit, bien qu'elle n'y ait jamais été auparavant. Elle n'était pas intimidée par les tableaux coûteux, les tapis persans, les meubles de design européen. Il semblait que l'atmosphère ne pouvait pas l'influencer, comme si sa présence déplaçait le pouvoir de cet espace. Eduardo était assis sur son lit dans sa chambre, regardant par la fenêtre. Entendant la porte s'ouvrir, il ne sourit pas, mais il n'était pas surpris non plus. C'était comme s'il l'avait attendu. Elle entra lentement, ferma soigneusement la porte et le regarda comme si elle demandait la permission avant de faire quelque chose. « Salut, dit-elle doucement. « Salut, répondit-il, sa voix plus vive que d'habitude. Iris marcha jusqu'au lit et s'assit par terre devant lui. Pendant quelques secondes, elle resta silencieuse, observant simplement. Eduardo baissa le regard, embarrassé. « Mes jambes ont de nouveau cessé de sentir, dit-il tristement. Elles sont juste redevenues engourdies. Parfois, l'âme a besoin d'un peu plus de temps pour se réveiller à l'intérieur. » La fille prit ses petites mains fragiles et les tint fermement avec une force surprenante. « Tu me fais confiance que maintenant, Topna ?» demanda-t-elle. Eduardo hocha la tête. « Depuis le restaurant, dès le moment où tu m'as regardé. » Elle sourit et puis, avec un calme complet, posa ses mains sur ses genoux, ferma les yeux et se tut. La pièce devint silencieuse. Dehors, les jardins étaient immobiles, éclairés seulement par le clair de lune, filtrant à travers les fenêtres. À l'intérieur, seule la respiration des deux pouvait être entendue, et soudain quelque chose changea lentement. Les yeux d'Eduardo s'écarquillèrent. La sensation commença par une légère chaleur, puis une douce pression, puis quelque chose bougea à l'intérieur. « Ça recommence maintenant », murmura-t-il d'une voix tremblante. Iris resta silencieuse, comme si son énergie coulait directement à travers ses mains. Eduardo prit une profonde inspiration. Ses orteils se tendirent, ses muscles brûlèrent. Il posa ses mains sur ses jambes, comme s'il voulait confirmer ce qu'il ressentait par son toucher. Les picotements, vraiment, c'est une sensation très forte maintenant. Il poussa ses jambes vers le bas avec effort, d'abord l'une puis l'autre. Le lit grinça à peine. Il appuya ses mains sur l'accoudoir de la chaise et se tendit les yeux écarquillés. Iris le regarda immobile, attentivement, et puis il se leva. Ses jambes tremblaient, son corps vacillait, mais pour la première fois en 5 ans, il était debout. « Je suis debout », répéta-t-il, comme s'il avait besoin de l'entendre pour le croire. « Tu te réveilles déjà à l'intérieur et à l'extérieur, dit Iris avec un léger sourire. J'ai juste rappelé à ton corps qu'il sait encore marcher. » La porte s'ouvrit doucement, et Andrés apparut dans le couloir. Il avait attendu dehors, respectant la demande de la jeune fille. Mais voyant son fils debout au milieu de la pièce, ses mains tremblant dans l'air comme s'il apprenait à voler, il tomba à genoux. Le choc fut si grand qu'il n'y eut pas de cris, ni de réaction violente, seulement des larmes fortes, silencieuses, désespérées. Il rampa jusqu'à son fils, lui serra les jambes, puis le torse, puis le visage, comme s'il voulait tenir chaque parcelle de ce miracle dans ses mains. « Tu marches ?» répéta-t-il sous le choc. Eduardo pleura mais sourit. « C'est une super-héroïne, papa. Elle m'a réveillé de l'intérieur. » Andrés tourna son visage vers Iris qui les regardait calmement, sans fierté, sans se vanter, comme si elle savait que l'important n'était pas d'être vu, mais d'être nécessaire. Et dans cette pièce, où aucun médecin, thérapeute ou scientifique ne pouvait entrer, la jeune fille créa ce que personne d'autre ne pouvait. Sans applaudissements, sans témoins, seulement avec la foi. Andrés était toujours à genoux quand Eduardo, faisant de petits pas incertains, l'aida à se relever. Il semblait que maintenant, c'était le fils qui soutenait le père.
non pas avec la force physique, mais avec le miracle que ses jambes et son regard portaient. Non. L'homme s'essuya le visage, ne sachant que dire, toujours submergé par ce qu'il avait vu. Il voulait remercier, il voulait s'excuser, il voulait tout faire en même temps, mais Iris, assise dans le coin de la pièce, regardait silencieusement. Son visage ne montrait aucun enchantement, aucune vanité, aucune joie enfantine, aucun triomphe. Seulement un calme profond, comme si ce n'était pour elle que le début. Quelques heures plus tard, dans le salon principal de la maison, Andrés versa de l'eau avec des mains tremblantes. Angelica était assise sur le canapé à côté de sa fille, toujours incapable de croire ce qui se passait. Eduardo, appuyé sur un oreiller, souriait maintenant avec la tranquillité de quelqu'un qui avait retrouvé quelque chose qui semblait perdu à jamais. Andrés faisait les 100 pas. Il devait dire quelque chose, faire quelque chose, briser le silence par un geste digne de ce qui s'était passé. « Je ne sais pas comment vous remercier », commença-t-il. « Vous avez vraiment tout changé. Toute ma vie, j'ai essayé de contrôler le monde avec l'argent et l'influence, et rien n'a marché. Mais vous deux avez fait l'impossible. » Angelica écoutait, mais regardait fixement Iris comme si elle savait la réponse vraiment importante viendrait de sa fille. « Je ne veux pas seulement vous remercier, je veux agir. Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Une maison confortable, des conditions décentes, la sécurité de l'argent, un travail. Comme vous le méritez, Angelica. Iris, la meilleure école, les meilleures opportunités. Tout ce que je peux faire, je le ferai. Vous méritez le monde. » Le silence ne dura que quelques secondes jusqu'à ce que la voix douce mais étonnamment ferme d'Iris résonne, comme un rayon de soleil perçant la fenêtre. « Nous acceptons l'aide. » Andrés poussa un soupir de soulagement, mais avant qu'il ne puisse sourire, elle continua. « Mais ce n'est pas suffisant. » Les mots résonnèrent dans le salon avec une puissance disproportionnée par rapport à la taille du corps qui les prononçait. Andrés fronça les sourcils, perplexe. « Comment ça, ce n'est pas suffisant ?» Iris le regarda directement, sans colère ni arrogance, mais avec une clarté qui venait du fond d'elle-même, comme quelqu'un qui voit au-delà de la surface. « Vous devez vraiment changer, non seulement pour nous aider, mais pour devenir une personne qui ne blesse plus personne. » Andrés resta immobile, comme s'il se tenait devant un tribunal invisible. Eduardo s'assit lentement, observant attentivement. Angelica resta également silencieuse. « Vous avez beaucoup, monsieur Andrés. Vous avez le pouvoir, une voix, de l'influence. Mais tant que cela n'est utilisé que pour maintenir le statu quo, c'est inutile. Vous devez enseigner à votre fils ce qui est juste, lui montrer que les gens font des erreurs mais peuvent les corriger, que l'argent peut aider, mais seulement s'il soutient ceux qui sont tombés et que le repentir ne peut pas rester un simple sentiment. Il doit se transformer en action. » Ces mots étaient simples, mais ils frappèrent en profondeur. Andrés sentit quelque chose en lui mis à nu, mais au lieu de se défendre, il baissa simplement le regard, car c'était la vérité. Parce qu'il savait que, peut-être, c'était exactement ce qu'il avait toujours eu besoin d'entendre. « Vous avez raison, » dit-il d'une voix tremblante. « Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me dit ça directement. Je comprends. » Iris se leva, s'approcha de lui et prit sa main. « Votre fils a commencé à marcher, maintenant c'est votre tour. » Puis elle relâcha sa main d'un mouvement léger qui pesait comme un vœu. L'avenir n'avait pas encore pris forme, mais à ce moment-là, Andrés savait, il ne suffisait pas de réparer le présent. Il était temps de reconstruire le passé avec des actions et peut-être de devenir la personne qu'il aurait dû être dès le début. Les mots d'Iris résonnèrent en lui, comme un commandement silencieux, mais irrésistible. Il ne s'agissait pas de gentillesse, il s'agissait de restauration. Et pour la première fois, avec une certitude absolue, il comprit que le temps des mots était passé. Ce qui venait ensuite devait être visible, réel, affectant d'autres vies, comme la vie d'Angelica, la vie d'Eduardo lui-même, la vie de cette jeune fille qui, ne demandant rien, voyait en lui un homme encore capable de changer. Les jours suivants, les premiers pas furent presque timides mais constants. Andrés commença par sa propre entreprise, où l'austérité et l'aliénation avaient régné pendant de nombreuses années. Il appela les directeurs, réunit les départements, demanda des rapports sur les anciens employés licenciés pour des raisons douteuses. Il créa un comité interne pour réviser tous les licenciements des 5 dernières années. « Je veux rencontrer chaque personne qui a subi une injustice ici, et je veux les regarder dans les yeux, » dit-il, s'adressant à une salle pleine de cadres stupéfaits. La nouvelle se répandit comme une onde de choc dans les couloirs. Les employés qui baissaient un peu les yeux, quand il les regardait, le regardaient lui maintenant avec curiosité et un respect silencieux. Mais Andrés ne s'arrêta pas là.
Il collecta les bénéfices de la dernière décennie, révisa les investissements, coupa les extravagances personnelles et donna des millions à des organisations aidant les mères célibataires, les femmes vulnérables et les enfants dans les refuges. Il ne l'annonça pas sur les réseaux sociaux, n'engagea pas d'agence de relations publiques, il le fit en silence consciemment. Eduardo l'accompagna dans bon nombre de ses entreprises. Ils commencèrent à visiter ensemble des refuges, des cliniques et des écoles publiques. L'enfant, maintenant capable de marcher, bien qu'avec une certaine incertitude, commença à poser de nombreuses questions. Il voulait comprendre pourquoi les gens étaient là, pourquoi certains endroits n'avaient pas de lit, pourquoi certains enfants n'avaient pas de parents. Andrés répondit du mieux qu'il put, et quand il ne savait pas quoi dire, il se contentait d'écouter. C'était la première fois depuis de nombreuses années qu'il apprenait plus qu'il n'enseignait. « Papa, allons-nous continuer à faire ça ?» demanda Eduardo après une visite dans une ONG qui s'occupait d'enfants handicapés. Andrés regarda son fils, les yeux remplis de larmes. « Pour le reste de nos vies, mon fils, maintenant nous vivons pour ça. » Et ils vécurent vraiment. Ensemble, ils créèrent un programme de réhabilitation infantile, fournirent une thérapie physique gratuite et agrandirent donc les refuges. Andrés commença à offrir des bourses dans son entreprise. Il introduisit une clause contractuelle exigeant que des places Famamierte soient réservées aux mères qui commençaient une nouvelle vie. Il devint une personne différente, mais plus que cela, une personne devenant ce qu'il était censé être depuis le tout début. Parfois, au milieu de réunions avec des leaders communautaires ou de visites de projets sociaux, Andrés regardait Eduardo avec surprise et pensait à Iris. Elle ne demandait rien, n'exigeait aucun applaudissement, se tenait simplement à côté de sa mère, apprenait en silence, observait de loin, mais sa présence se faisait sentir à chaque mouvement, comme si la transformation avait commencé avec elle et continuait à se propager en cercles invisibles mais puissants. Au fil du temps, les gens commencèrent à le remarquer. Les journalistes enquêtèrent de bas sur les changements. Les partenaires commerciaux étaient méfiants. Certains critiquaient, d'autres se moquaient. Mais Andrés ne s'en souciait plus. Pour la première fois, sa réputation n'était pas bâtie sur des chiffres, mais sur quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Il ne cherchait pas la rédemption publique. Il cherchait un impact réel et le trouva dans chaque poignée de main, dans chaque foyer restauré, dans chaque regard rempli d'espoir. Le soleil était haut quand Andrés gara sa voiture devant une maison de plain-pied, fraîchement peinte, avec de grandes fenêtres et un petit jardin avec des fleurs nouvellement plantées. C'était un matin calme, mais quelque chose dans l'air donnait l'impression que le temps avait ralenti pour que ce moment se déroule. Sur la banquette arrière, Iris et Angelica regardaient un peu par la fenêtre, ne sachant pas où elles allaient longtemps. Eduardo sur le siège avant souriait. Ses yeux brillaient chauds d'impatience. « Où sommes-nous » demanda Angelica en fronçant les sourcils. Andrés sortit de la voiture, se dirigea vers la porte et l'ouvrit cérémonieusement pour elle. « Je veux vous montrer quelque chose, » dit-il. « Quelque chose qui vous appartient. » Elles sortirent toutes les deux, perplexes, marchant côte à côte. À l'entrée, Andrés tendit à Angelica un trousseau de clés. « Cette maison a été construite sur mesure. Chaque mur, chaque détail est à vous. Non pas par pitié, mais parce que vous méritez de recommencer ensemble, en respectant l'histoire que vous portez en vous. » Les yeux d'Angelica s'écarquillèrent. Pendant un instant, elle resta sans voix. Elle passa sa main sur le portail, puis sur le bois de la porte. « C'est réel. Tout est réel. C'est pour nous, murmura-t-elle. Pour vous. » « Et ce n'est pas tout, » continua Andrés, ouvrant doucement la porte. À l'intérieur se trouvait une maison pleine de vie. Un salon lumineux, une cuisine avec des fruits dans un vase, 2 chambres. L'une d'elles avait des murs bleu clair, remplis de livres, de jouets simples et un bureau près de la fenêtre. Sur le lit se trouvait un nouvel uniforme scolaire, soigneusement plié, avec le nom d'Iris brodé sur la poche. Elle peut étudier où elle veut. Déjà inscrite. Et vous, Angelica, il sortit une enveloppe de sa poche et la plaça dans ses mains. Vous avez un emploi garanti, non pas comme une faveur, mais parce que vos capacités ont toujours mérité une place dédiée. Elle l'ouvrit lentement. C'était un contrat juste et digne avec un salaire décent. Pour la première fois, elle n'aurait pas à choisir entre la survie et le soin de sa fille. Iris marcha jusqu'au centre de la pièce et regarda calmement autour d'elle. Puis elle regarda Andrés, qui la regardait maintenant en silence, attendant le moindre signe, geste, mot ou sourire. Elle marcha lentement, leva les yeux et dit « La maison était belle, le travail est juste, l'école a été magnifique, mais rien de tout cela n'est le plus important, n'est-ce pas ?» Andrés était confus, elle secoua la tête.
Le plus important, ce sont les changements que tu opères non seulement dans notre vie, mais dans toutes les vies que tu peux encore atteindre. Cette phrase tomba sur lui comme une bénédiction. Il n'y avait pas d'accusation, pas de reproche, seulement la reconnaissance calme de quelqu'un qui avait vu la graine germer et observait maintenant les fruits. Eduardo s'approcha, prit la main de la jeune fille et, les yeux brillants, dit « Tu es comme une étincelle, tu sais, tu éclaires les gens de l'intérieur. » Iris sourit. « Nous avons juste besoin de rappeler aux gens qui ils étaient avant d'oublier. » Andrés prit une profonde inspiration, regarda le ciel puis la jeune fille qu'il avait défiée, guérie et libérée. Il embrassa respectueusement Angelica et avec gratitude, Iris. Et là, dans le silence des quatre, dans une nouvelle maison construite sur les ruines d'anciennes erreurs, quelque chose s'accomplit que nulle chance ne pouvait acheter. C'était un nouveau début, mais surtout une reconnaissance de la vérité et de la valeur des gens, de l'humilité et de la foi. Et tout commença avec une jeune fille qui demanda simplement une assiette de nourriture en échange d'un miracle. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour regarder plus de vidéos de ce genre. Aimez pour nous soutenir et activez les notifications pour ne pas manquer le nouveau contenu. Cela nous aide à continuer à créer le meilleur pour vous. À la prochaine fois. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour regarder plus de vidéos de ce genre. Aimez pour nous soutenir et activez les notifications pour ne pas manquer le nouveau contenu. Cela nous aide à continuer à créer le meilleur pour vous. À la prochaine fois.